Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo de type vlog lecture. Et donc c'est parti. Donc de janvier à mars, non, janvier à février, j'ai lu Maidana Express de Pier Domenico Baccalario et Davide Morosinotto, pardon. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en gros femme de ménage dans une gare grise, qui va se retrouver avec un ticket plus ou moins doré lui permettant d'accéder au quai 1001, dans lequel elle va pouvoir, sur lequel elle va pouvoir prendre le Maidana Express, qui est donc le seul train que la personne qui possède la gare et toutes les gares du monde n'a pas. Et dans ce livre, on part à l'aventure de la première ligne jusqu'à la dernière ligne en train. On fait un voyage en train. Un de plus classique, sauf qu'on ne sait pas où on arrive. Et donc la jeune demoiselle qui fait le ménage à travers la gare et qui voudrait devenir mécanicienne rencontre plusieurs personnages qui l'aident dans sa quête, on va dire. Puisqu'il y a une voyageuse qui lui offre des vêtements, une des cuisinières du train qui la prend un petit peu sous son aile. Et pour finir, elle rencontre donc un voleur à partir de la deuxième station, je crois, ou directement dans la première station, je ne sais plus, et ils deviennent plus ou moins amis. Et de là, s'ensuit donc toute l'affaire, on va dire criminelle avec la police. Elle se doute, la policière se doute qu'il se passe quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné dans la vie du jeune garçon pour qu'il en vienne à voler. Et donc elle le poursuit lors d'un cambriolage qui a été quand même rocambolesque. Et il s'avère que lui, il a le temps de prendre le train parce qu'il a échappé à la gendarmette quelques heures plus tôt. Et donc du coup, dans ce livre aussi, il est question de la personne qui possède toutes les gares et qui voudrait posséder donc le dernier train au monde, ainsi que toutes les gares qu'il dessert. Et en fait, comment expliquer ça ? Ce livre trace un peu toutes les péripéties qu'il fait mettre sur le chemin du Maidana Express, de sorte qu'il se retrouve un peu freiné, quoi. Et je veux pas trop en dire, donc je vais m'arrêter là, mais c'était un bon livre. C'était un bon livre, je sais que logiquement j'aurais dû le lire en même temps que je filmais cette vidéo, mais de toute façon je réserve un avis lecture sur ce livre et vous en saurez plus au moment donné. Sinon en ce moment je suis en plein dans ma période voyage au centre de la Terre de Jules Verne, donc je le lis aussi. Hier j'ai lu 100 pages, soit 16 chapitres, parce que j'ai tourné 16 vidéos différentes. Et il me reste une soixantaine, une 70 pages environ. Ouais, 306 moins 233, ouais, 70 pages environ. Et donc, c'est l'histoire de... Comment il s'appelle lui Monsieur Lindenbrock et son neveu Axel qui font donc un voyage à travers les terres d'Islande, et ceci au départ de sa maison de Hambourg. Donc il traverse
toute la partie Allemagne jusque les terres vraiment au nord de l'Europe en train, pour arriver donc après en bateau en Islande. Et de là, ils prennent un guide qui les emmène directement jusqu'au volcan et plus loin. Et justement, le volcan est le point d'entrée de toute l'histoire, on va dire, puisque à l'intérieur de ce volcan se cache une entrée souterraine pour atteindre justement le centre de la Terre. Donc pour faire suite à tout ça, si vous voulez découvrir cette œuvre, comme je vous le disais, j'ai fait un chapitre par jour pendant 45 jours, vu qu'il y a 45 chapitres. Donc là, à l'heure actuelle, j'en suis donc au chapitre 35. Oui, c'est ça, 35. Et donc du coup, il me reste plus que 10 chapitres à produire. Si j'ai bien calculé, ça s'arrêterait le 3 mai 2023. Mais ce sera remplacé par d'autres choses, bien évidemment. Sinon, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 d'une trilogie, on va dire, plus ou moins une nouvelle longue, entre guillemets. À eux trois, ça fait, on va dire, un tome complet. Donc c'est le Général Soldati de Charlie Cochet. Donc le tome 1 c'est le Prince Soldati, le tome 2 c'est le Renard Soldati. Donc ça je les ai lus pareil en même temps que les Midnight Express. Et donc dans le premier tome on découvre un petit peu on va dire les territoires des Soldati. Bien qu'on démarre l'histoire dans le monde humain et on se retrouve quelques pages plus loin dans le royaume des Soldati, gouverné par justement la personne qui a sauvé le jeune garçon dans le monde humain. Et il s'avère que donc ce roi peut se transformer en créature, on va dire, comment ça s'appelle, métamorphique, créature métamorphique de type tigre. Quant au deuxième tome, il s'agit donc d'un serviteur de ce roi-là en question qui, lui, se transforme en renard, qui est donc, comme je le disais, le serviteur de ce roi-là, qui se retrouve mêlé à une affaire particulièrement déplaisante. Et la quête l'emmène au plus profond d'un royaume, on va dire, à côté. Oui, c'est ça. Le royaume des ours, dans lequel il est maltraité. Et il espère être sauvé par son bien-aimé, qui donc fait partie de la cour du roi des tigres. Et donc toute l'histoire se passe comme ça, justement, dans le royaume des ours, où il est, on va dire, entre guillemets, pourchassé par un ours malfaisant, qui est donc le roi du royaume des ours. Et il est aidé, heureusement, dans sa quête par la sœur du roi en question. Et puis donc dans ce tome 3, on se retrouve avec un général ours qu'on a retrouvé dans le deuxième tome. Donc les trois tomes se lisent indépendamment, mais justement pour avoir la chronologie, il vaut mieux lire le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome, puisque justement
dans le premier tome, on se retrouve justement, donc, comme je le disais, avec cette terre humaine, puis le royaume des tigres. Et un personnage du premier tome apparaîtra dans le deuxième tome, donc le renard, celui qui se transforme en renard, qui est donc le serviteur du roi du premier tome. Et donc dans le second tome, on se retrouve avec un général ours qui prend sa retraite, enfin qui aimerait prendre sa retraite, et qui donc du coup se retrouve dans le troisième tome, pour laquelle l'histoire est basée autour de lui et d'un autre des serviteurs du roi des tigres. Et donc pour l'instant j'en suis à la page 40. Donc ce qui s'y passe est relativement simple, justement. Ce fameux général dont on parle dans le deuxième tome tombe amoureux donc d'un des conseillers du roi des tigres. Et de là s'ensuit, on va dire plus ou moins, une quête annexe dans laquelle justement ils se rencontrent une nouvelle fois, dans laquelle ils discutent pendant des heures autour d'une tasse de thé, et lui, le conseiller du roi des tigres se retrouve un peu perturbé parce que justement ce serait sa première fois, il ne sait pas quel mal l'atteint, puisque quand il le voit ou quand on parle du général en question, il se retrouve à rougir, et il est guérisseur en même temps de tout la partie cour du royaume, et donc il cherche dans ses herbes médicinales, dans ses breuvages, ce qu'il peut faire pour justement... Rebonjour, toujours pour ce vlog lecture. Et donc, on va parler de Dette de sang, un paquet d'os et d'or, d'Elle Turner. Donc alors j'en suis à la page 142. Je suis à la page 142 donc. Et c'est donc le premier tome d'une saga de 7 livres, je crois. 7 livres. Alors pour l'instant, on est dans un monde mi-fantasy, normal quoi. Dans ces quelques pages que j'ai pu lire, on découvre donc un agent du FBI, un agent fédéral, un agent fédéral de l'Agence des opérations surnaturelles, pas du FBI. Donc en gros, il se retrouve assigné à une affaire à New York, où il y a au moins 5 victimes, toutes rongées jusqu'à l'os, pour ainsi dire, s'il ne manque pas des moitiés de corps. Et donc, justement, les policiers de New York cherchent à savoir ce qui a bien pu arriver à ces personnes. Et donc, c'est lui qui est assigné à cette enquête-là. Et donc, il arrive dans New York parce qu'en fait, il devait partir en vacances, mais ses vacances ont été annulées parce qu'il y a eu cette affaire-là en question. Et il arrive donc dans New York comme agent suppléant des forces de police de New York, et on lui demande d'assurer justement cette enquête, et il va rencontrer donc un voyant, un ami du voyant qui se retrouve être un loup-garou. Et il a les dieux au cul. Ouais, il a les dieux au cul.
La première phrase du résumé, c'est quand les dieux font appel à vous, vous ne pouvez pas refuser. Ça annonce la couleur de ce que va être ce livre. On n'en a rencontré qu'un seul pour l'instant, le dieu Hermès. Il est marrant, il apparaît comme ça, en plein milieu du salon. Il pique le whisky de Patrick, donc le personnage principal, qui est donc agent spécial de l'agence des opérations surnaturelles. Il se permet de fumer dans sa voiture aussi, il apparaît comme ça, sur le siège passager. Salut, je suis là, au revoir. Et donc on découvre un peu ce qui se passe autour de New York et des environs. Et pour l'instant, j'aime bien. La plume est fluide. Et il faut dire si c'est réellement lui l'agent spécial en question, il est plutôt canon. Mais bon, il y a plus beau, c'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais bon, une souris comme ça dans l'appart, je tue ce cas. Hein. Donc bref, on verra bien ce que ça va donner, cette histoire. Il y a en tout, j'ai pas précisé, 406 pages. J'en suis à la page 140. Ouais, ça va aller vite à lire. Puis c'est que le premier tome, donc j'ai encore de quoi faire. On va bien s'amuser, parce qu'il est capable d'invoquer de la magie. C'est un magistère de combat, en fait. Et donc il y a toute une optique lancée là-dessus, où justement il y a des adeptes, des plus ou moins des mages, des magistères, donc c'est le rang supérieur. Et donc on découvre que justement il est allé à la guerre des 30 jours, où justement il a abattu des démons. Et on verra bien ce que ça va donner, apparemment. C'est plaisant à lire. Et puis les répliques cinglantes qu'il sort par moment à l'ami du voyant sont intéressantes, on va dire. Sinon, après, il y a Un pacte avec le roi elfe. Je l'ai commencé quand ce livre-là? Il y a un mois. J'en suis à la page 58. Je vais rien d'autre à lire sous la main, donc j'ai pris celui-là. Et donc, si je me souviens bien, on se retrouve avec une personne qui vit dans le monde humain, qui est guérisseuse, et qui se retrouve cachée aux yeux des elfes, puisqu'il y a une personne qui travaille comme gardien de la frontière humano-elfe, qui a remarqué des choses durant la jeunesse de la jeune fille, et il lui a offert un collier elfique qui bloque ses pouvoirs. Et donc du coup, elle se retrouve le jour de, on va dire, la fête de... Comment dire, l'élection de l'humaine qui ira chez les elfes, on va dire ça comme ça, coincée parce que justement, il n'y a pas de jeune fille que le roi des elfes peut prendre pour l'amener dans son royaume, sauf elle en fait. Mais elle est cachée de leur vue par ce fameux collier, et il se passe quelque chose de très intriguant à un moment donné de cette réunion, on va dire, qui fait que elle est démasquée, et le roi des elfes demande carrément qui a caché donc cette humaine aux yeux des elfes, et j'en suis là. Donc, à voir ce que ça va donner. Il y a 500 pages, chose comme ça. 475... Ouais, 475 pages.
Et j'en suis qu'à la page 58. Et puis, il y a une chère youtubeuse qui a lancé une lecture commune et pour laquelle j'ai énormément de retard, puisque en janvier, elle a décidé qu'il faudrait qu'on lise à Cotard, donc le tome 1, en février le tome 2, en mars le tome 3, en avril le tome 4, et donc j'ai du retard, je suis qu'au livre 1. Plus particulièrement à la page 99, et j'aime beaucoup découvrir cet univers où justement on se retrouve avec une famille qui n'a pas grand sou, on va dire, et qui envoie leur fille la plus jeune chasser pour qu'elle apporte de la nourriture au reste de la famille. On apprend que la mère est morte, que le père était riche, mais on va dire qu'il a fait faillite, qu'il est ruiné, et qu'ils vivent depuis 8 ans dans une petite maison où ils partagent un lit pour les 3 filles, et le père qui dort dans le canapé, je ne sais pas exactement, l'auteur ne s'est pas appesanti sur cet aspect-là. Et donc, pendant un jour de chasse, elle découvre donc une biche. Elle veut tuer la biche, mais il y a un loup qui se retrouve mêlé à cette affaire. Et donc le loup tue la biche et elle tue le loup. Sauf qu'il s'avère que le loup est un ami de ce qu'on découvrira plus tard être donc Tamlin. Et donc du coup elle ramène les peaux comme ça, elle dépece un loup, elle ramène les peaux chez elle, elle ramène donc la biche pour avoir de la viande, et puis le lendemain elle va vendre ses peaux comme ça sur le marché hebdomadaire. Enfin, je pense qu'il est hebdomadaire, le marché, j'en sais rien, j'ai pas suivi par rapport à ça. Mais donc elle va vendre ses peaux et puis le soir elle revient avec ses sœurs. Ouais, sauf que entre temps, tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un update lecture donc, dans lequel je vais vous parler donc, principalement du général Soldati et de Dette de sang, le tome 1. Mais avant cela, je vous disais donc dans la précédente vidéo, dans la précédente journée pour moi, mais dans les précédentes minutes pour vous, que justement j'avais fini donc le tome 1 qui est donc le prince Soldati, et le tome 2 qui est donc le renard Soldati, avec leur histoire différente pour laquelle je vous ai donc fait un résumé succinct de ce qui se passe. Et donc je vous disais que justement je lisais le général Soldati, donc une saga en 3 tomes de Charlie Cochet. Donc je l'ai fini, ce livre. J'ai lu les 149 pages qu'il compose. Je peux dire que c'est fascinant. Il y a des scènes olé olé très épicées, on va dire. Et d'autres scènes un peu plus tristes, où on se dit, ouais, vraiment, fallait que ça arrive. Fallait qu'il y ait un élément perturbateur pour venir, on va dire, casser les pieds à tout le monde et couper le rythme de lecture qu'on avait par rapport à la découverte des sentiments des uns, la suite, on va dire la suite de la romance des autres, et tout un tas d'autres phénomènes tels que la continuité de
des pouvoirs donc du fameux guérisseur qui est en même temps pas qu'un guérisseur, puisqu'il est connecté à un objet particulier du clan des Soldati, qui se retrouve être un être à part entière, bien qu'étant donc un fameux objet emblématique du clan. Que dire de plus de ce livre que lors d'un festival comme ils disent dans le résumé, lors du festival du solstice d'été à Sonnet, et des invités sont attendus des quatre coins du royaume pour se joindre aux festivités. Pourtant une ombre plane sur ces réjouissances, les rumeurs d'un complot orso visant à tuer le roi donc, des Soldati. Et qu'il est temps donc pour Ezra le guérisseur ainsi que la suite entourant le roi Soldati ainsi que le prince Soldati d'arrêter cette conspiration visant à détruire donc leur monde et un des personnages précédemment cités. Mais donc ce dernier tome, et d'ailleurs ils sont tous très bien écrits, mais justement ils montrent un petit peu l'envers d'un décor royal, des métamorphes, tels que donc les tigres et les ours, et donc justement que gérer un royaume est parfois compliqué si on se retrouve à devoir se défendre contre des envahisseurs venus donc d'un royaume voisin, surtout lorsqu'il s'avère que justement certains sont encore des sympathisants d'un des personnages morts et à la fois très répugnant de par son côté sadique et la manière horrible dont il agit, et ce donc malgré le fait que celui-là est mort et que justement certains aimeraient que perdure la manière dont il a régné. Sinon, pour ce qui est de la suite donc de cette lecture, une mise à jour comme vous voulez, j'ai avancé donc dans la saga d'Aide de sang, dont le titre est Un paquet d'os et d'or des Turner. J'en suis au moment de l'histoire où Patrick est coincé dans un entrepôt comme s'il était en plein cœur d'une cage de Faraday. Donc une cage de Faraday, c'est un endroit où justement aucune onde ne passe, que ce soit l'internet ou le forfait mobile, on va dire, les communications téléphoniques classiques ne passe, et où justement on est un peu coupé du monde extérieur. Donc on peut se dire que c'est quand même incroyable que dans un New York de notre époque, on puisse se retrouver justement avec des endroits comme ça où c'est une zone blanche sur même pas un pâté de maison, donc c'est quand même incroyable de se dire que justement sur l'équivalent de quelques mètres, il y a donc cette zone blanche
en plein cœur d'un New York où justement, eh ben, c'est hyper fréquenté, hyper, on va dire, je trouve pas le mot, euh, hyper présent téléphoniquement et de par le net aussi. Euh, et donc, du coup, Patrick se retrouve dans cet entrepôt parce qu'il a été blessé lors d'une bataille précédente. Il fait donc ce qu'on appelle un burn-out magique, en quelque sorte, puisque il a puisé trop fort dans ses réserves personnelles pour battre, donc, comme je le disais, un ennemi. Et on découvre justement toute la puissance avec laquelle il peut donc se battre, toute la force de caractère qu'il a aussi, puisque justement lui est spécialisé dans les sorts d'attaque, alors qu'une de ses amies est renfort qui est arrivée à un moment donné dans l'histoire, elle est basée sur des sorts défensifs, tels que des boucliers, des protections diverses et variées. Alors que donc Patrick, lui, il lance des boules on va dire, comment dire, de magie, des boules de plus ou moins de puissance. Comment dire, de puissance incandescente. Et en même temps, puisqu'il est policier, le fait qu'il tire justement soit au pistolet, soit à la carabine ou à la mitraillette, enfin bref, une de ces armes-là. On y retrouve aussi des scènes olé olé entre Patrick donc, et le barman qui se retrouve être l'ami du gérant du bar pour qui Patrick doit plus ou moins le protéger de certaines entités démoniaques tels que donc justement des démons, puisque dans ce livre on y retrouve une affaire policière avec donc des corps mutilés, puisque dévorés par les fameux démons dont je parlais, comment ils appellent ça déjà, des dévoreurs d'âmes, quelque chose comme ça. Et donc du coup ce n'est pas la première fois que Patrick se retrouve à devoir faire, on va dire, le maton, entre guillemets, le gardien de la défense de New York, la personne qui justement peut abattre justement ces fameux dévoreurs d'âmes, puisque il a déjà eu des démêlés de par le passé, donc avec ces puissances-là, qui lui ont donc blessé une partie de son âme, et qui fait que donc justement il ne peut plus puiser magiquement comme il le voudrait dans certaines puissances extérieures connues donc du monde surnaturel, que lui et très peu de gens de l'agence des opérations surnaturelles peut manier. Je me demande s'il arrivera un jour à être guéri, donc ce que les séquelles qu'il a eues après donc la bataille contre les dévoreurs d'âmes allaient donner, ce que les séquelles allaient donner, plus tard, donc le fait qu'il ne puisse plus puiser dans ce qu'ils appellent le nexus et les lignes de lait LEY
Et je me demandais si justement ça allait se soigner. C'est-à-dire que même si lui a justement son allié vampirique, même s'ils ne peuvent pas se saquer, et que donc le vampire a cette fameuse succube, on peut se demander si justement ils vont pas l'attaquer par derrière, s'ils vont pas jouer donc justement les traîtres. On se pose beaucoup de questions aussi quant à comment ça s'appelle, la relation entre donc son deuxième renfort et lui, donc la manière dont ils se sont quittés, la manière dont ils faisaient affaire précédemment, on va dire. Je disais la manière dont ils progressent avec eux, la puissance qui sont donc les leurs, quelles autres surprises nous attendent quant à ces deux personnages-là qui doivent lui servir de renfort pour cette enquête où justement il y a quand même 10 morts. Et tout un tas d'autres questions quant à la suite de l'avancement de sa relation avec le barman. De quelle manière est-ce que justement l'auteur va amener le fait que lui n'est là que techniquement que pour une affaire, et ce qui va se passer avec sa relation donc avec le barman par la suite, si ce n'est qu'un coup d'un soir ou si c'est une histoire d'amour qui va durer. Et d'autres questions de ce type, justement, de quelle façon se transforme donc le barman en loup-garou, de quelle manière, justement, il est protégé des attaques, on va dire, extérieures, par justement l'entité qui l'aide lui, et sans les quelques pages plus loin, on découvrira certainement certaines choses sur leur relation, sur l'enquête en question, sur la manière dont il peut battre, on va dire, les ennemis, sur comment vont évoluer aussi ses relations avec donc les dieux qui lui ont fait appel à lui, puisqu'il est question donc de mythologie grecque, avec les dieux tels que Hermès, Héra, Zeus, Dionysos aussi, puisqu'il en est fait mention quelque part que justement il était à Atlantic City en train de profiter de la vie, et que un des cadavres de l'enquête de Patrick justement se retrouvait avec on va dire plus ou moins des scarifications post-mortem qui sont rattachées donc justement à ce dieu-là. Dans la précédente scène de crime, où justement les autres scarifications mentionnaient un autre dieu, comment ça va évoluer, comment les choses vont se passer, se tasser entre eux, si j'ose dire. Est-ce que justement l'un de ces dieux ne pourrait pas justement, en remerciement de l'implication avec laquelle il se lance dans cette enquête, il ne pourrait pas donc se retrouver plus ou moins soigné vis-à-vis de sa blessure d'âme, puisque les dieux disent quand même qu'il a une dette d'âme. Donc est-ce que justement, une fois cette dette réglée, il ne se retrouverait pas avec justement la possibilité d'avoir à nouveau affaire au Nexus et aux lignes de lait
pour l'utilisation extérieure de sa magie. En tout cas, voilà ce qu'il en est donc, par rapport donc, justement à Dead 200 et au Général Soldati. Et donc, on se retrouve donc dans ce jeudi 23 mars, donc, avec 110 pages de lu pour le Général Soldati et 125 pages de lu entre mardi et mercredi, donc le 21 et le 22 mars, pour Dead 200. Donc ça fait un total de 230, 240 pages de lu pour ces 3 jours-là. Contre justement 200 pages de lu pour le lundi 20 mars. Donc en tout, on se retrouverait avec un total d'environ 450-500 pages sur le début de la semaine. Donc il nous reste vendredi, samedi et dimanche. Il me reste vendredi, samedi et dimanche pour lire peut-être la fin de Dead 200, le tome 1, et éventuellement avancer dans ma lecture d'un palais d'épines et de roses. Donc on découvrira ça par la suite, dans quelle mesure j'avance dans ces romans et vers quelle situation les auteurs, donc Elliot Turner ou de l'autre côté, ou donc je disais de l'autre côté, Sarah Jimas vont nous emmener, ou plutôt m'emmener moi et emmener personnellement, et sur les ondes desquelles je vous emmènerai lors de mon prochain update, ma prochaine mise à jour, dans laquelle donc justement je vous prendrai et vous disposerai les détails. Ça fait bizarre dit comme ça. Des 2 livres que je lis actuellement. Et donc, à plus tard. Tout de suite pour vous, mais soit demain, soit après-demain pour moi. En tout cas, voilà. Donc, je voulais que vous sachiez où j'en étais dans mes lectures. Et donc, je vous remercie de visionner. On est dimanche et c'est parti pour un update lecture. Donc, j'ai fini Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Que dire de ce livre? Que c'est avant tout un récit de voyage, donc, entre l'Allemagne et l'Islande, puis de l'Islande vers un autre point X que je ne mentionnerai pas, puisque sinon ce serait spoiler l'histoire. On y retrouve donc le professeur Lindenbrock ainsi que son neveu Axel, dans une série d'aventures autant rocambolesques que périlleuses. Ils sont donc accompagnés dans ce périple par Hans, qui est donc un Islandais, qui leur sert de guide, et qui, ma foi, il faut bien l'admettre, sait se dépatouiller de beaucoup de choses. Que dire de plus? Ce livre est immersif dans le sens où justement on est plongé avec le professeur Lindenbrock ainsi qu'Axel dans les entrailles de la Terre. Tout ça parce qu'ils sont rentrés dans une cheminée du cratère d'un volcan islandais pour pénétrer au centre de la Terre, et il s'ensuit donc le récit du voyage préétabli, ainsi que les péripéties auxquelles ils ont dû faire face. Ouais, décrivant les prodigieuses aventures qui s'ensuivent.
Un récit vigoureux, une parfaite maîtrise d'un accord accordé à la puissance de l'imagination. Il s'engouffre dans les mystérieuses profondeurs du volcan, à la recherche du centre de la Terre. Et donc justement, on nous fait étape par étape le récit de ce fameux voyage, jour par jour presque, jusqu'à arriver donc au point culminant du livre et à la sortie de la voûte terrestre souterraine pour retrouver l'air libre. Et donc c'était un bon livre. J'ai passé des heures à me demander comment ils allaient faire, comment ils allaient s'en sortir, comment ils allaient traverser tel ou tel danger, comment ils allaient faire pour renflouer leur stock de vivres, un grand nombre d'autres questions du type où est-ce qu'ils vont sortir, dans quelle contrée sont-ils allés mettre leur nez, et d'autres questions de ce type. Mais j'ai passé de bonnes heures de lecture en découvrant donc Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ce fut donc intéressant et intriguant. Et la plume de l'auteur est très fluide. On rentre facilement dans l'histoire. Que dire d'autre ? Que c'est une œuvre exceptionnelle. J'ai également fini Date 200, le tome 1. J'ai un petit peu réagi à un certain moment donné du livre. J'ai cassé le dos. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai involontairement cassé le dos du livre. Tout ça parce que certainement à un moment donné je voulais mieux pouvoir voir et que j'ai plié le livre à tous les coups. Mais bon, ça c'est que accessoire. Donc comme je le disais, on retrouve Patrick Collins qui travaille depuis 3 ans en tant qu'agent spécial pour l'Agence des opérations surnaturelles d'Amérique. Les dieux font appel à lui, puisque un immortel a été kidnappé. On voit à travers ce livre justement que il y a énormément de points faisant référence à la mythologie, principalement la grecque, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire démoniaque, et ce qui se rapproche des enfers, puisque bien évidemment on ne peut pas parler de mythologie grecque sans parler d'Hadès, donc le dieu des enfers. On ne peut pas parler non plus de mythologie grecque sans parler donc de Zeus, le roi des dieux grecs. Et donc du coup on se retrouve plongé dans un New York de nos années avec l'apparition de ces dieux grecs qui n'ont pas pris une ride au bout de, je sais pas, peut-être 2000 ans, 3000 ans d'existence. On se retrouve dans ce livre avec des rituels spirituels étranges, principalement donc les fameux rituels d'invocation démoniaque. Quoi d'autre ?
Ouais, des rituels d'invocation démoniaque, des pentagrammes, donc des pentacles, tout ce qui a trait donc à l'exotérisme. Et donc Patrick doit enquêter là-dessus parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le New York de nos années, on se retrouve avec un cadavre fraîchement dévoré, mutilé. Ouais, fraîchement dévoré, mutilé. euh, Retrouvé en plein milieu d'un salon, par exemple, dans un appartement new-yorkais. euh, et que justement, eh ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est advenu de, de avant cela, avant de retrouver donc justement ce corps. On ne sait pas qui ils étaient, enfin ces corps, on ne sait pas qui ils étaient, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, à part les signes visibles de l'horreur du carnage dans lequel ils ont été malmenés, on va dire. L'enquête de Patrick piétine à des moments, on va dire, perturbants de l'histoire, notamment le fait qu'en même pas une semaine, il y ait 3 ou 4 corps qui sont découverts et t'as même pas le temps d'enquêter sur un corps que tu découvres le deuxième, et puis t'as pas le temps d'enquêter sur le deuxième que tu découvres un troisième corps. C'est un rythme assez soutenu, l'écriture est fluide, on rentre facilement dans l'histoire, on découvre tout un pan de New York sous un nouveau jour. Il y a des scènes de combat entre les gentils et les méchants, donc entre Patrick d'un côté ainsi que les meutes de loups dont il est ami, et puis de l'autre côté donc les méchants, la secte du Dominion par exemple, ou encore on pourrait citer des adeptes de la magie noire d'un côté et des adeptes de la magie, on va dire, blanche de l'autre côté. On se retrouve donc avec un Patrick Collins qui est doté de capacités magiques, puisqu'il fait partie de l'agence des opérations surnaturelles d'Amérique. Il peut puiser dans une certaine forme de magie de manière à combattre tout un tas d'entités démoniaques, mais pas que. On apprend que malheureusement, suite à une épreuve survenue dans son passé, il ne peut plus puiser dans les lignes les plus fortes enterrées sous la surface du monde, qu'il a une dette de sang assez conséquente auprès d'une déesse, qui n'est autre que Perséphone, que justement elle détient donc sa dette d'âme, ou dette de sang, depuis qu'il a 8 ans, époque où elle l'a sauvé de quelque chose de pas très glorifiant, pour ses parents du moins, et assez perturbant pour lui. Il y a énormément, non, pas énormément non plus, mais il y a 2 ou 3 scènes un petit peu olé olé, presque non édulcorées. On se retrouve avec donc en plus des démons, des déesses, des entités démoniaques
différentes, quelles qu'elles soient, avec des succubes et des vampires. C'est bien amené, je dis pas, c'est plaisant à lire, des vampires qui se battent contre des démons, contre des dévoreurs d'âmes, une succube dont on se demande ce qu'elle vient faire là, dans l'histoire, et pourquoi qu'elle n'a pas plus d'ampleur que ça au sein de ce texte, puisque ça a quand même un appétit sexuel très intense, et ce n'est pas renseigné dans le tome 1 du moins, quant à la manière dont elle agit. Et donc avec un Patrick qui se retrouve à la tête de justement une petite équipe, on va dire savamment différente, et à la fois réconfortante mais perturbante. On se retrouve avec des scènes de combat, on se demande d'où ça sort. On se demande pour quelles raisons ces scènes-là sont intervenues, si je puis dire, ont été créées, ont un impact sur Patrick, mais aussi dans l'histoire. Bien qu'on comprend facilement que justement, il y en a qui voudraient devenir ce qu'ils ne sont pas. Mais sinon, c'était un bon livre, un bon premier tome, et ça donne envie de lire la suite. Et pour finir, j'en suis à peu près à la moitié, plus une vingtaine, une trentaine de pages d'un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Que penser de ce livre? Alors le premier tiers, on va dire, je me suis dit, en rentrant dans l'histoire, en lisant page après page d'une fluidité intéressante, je me suis dit justement, on rencontre une meuf badass, qui se gêne pas pour animer des animaux pour manger, qui ne se gêne pas non plus pour dépecer ces 10 animaux pour donc revendre ensuite leur peau. Et arrive un élément X à un moment donné de l'histoire où elle se retrouve, on pourrait dire entre guillemets, prisonnière d'un traité X entre les immortels et les mortels, entre donc les fées et les humains, qu'elle n'aurait pas respecté. Encore fallait-il qu'elle soit au courant du traité en question. Et on se dit, elle est badass, elle y va franco, et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, et elle a un sacré caractère bien trempé dans la première partie, tout du moins. Et puis donc elle arrive dans ce lieu qui est donc la demeure d'un des immortels suite au fait qu'elle a assassiné un immortel sous une forme lupine, et qui se retrouve donc l'immortel en question, avant de passer de vie à trépas, être l'ami d'un des autres immortels qui va justement lui courir après pour justement payer la dette, faire payer la dette qu'elle a par rapport à lui
vis-à-vis du fait que justement elle ait tué un immortel et qu'elle se retrouve donc à être non pas tuée mais emmenée un peu de force dans le royaume en question. Et le deuxième tiers, eh bien, l'immortel en question, donc Tamlin, a réussi plus ou moins à l'avoir à l'usure, on va dire, puisque à un moment donné, ils ont parlé de peinture et d'art en général, et donc du coup, il s'est avéré que elle voulait des couleurs et des pinceaux, pensez donc, et tout un tiers de ce livre, elle nous dit j'ai peint, 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 et ça pendant des mois, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint. Oh, je me surprenais à peindre Tamlin et Lucien sous des formes porcines. Là, pendant ce deuxième tiers, franchement, elle m'a énervé à faire, comme elle s'appelle. Faire m'a énervé au plus haut point. Je me dis, non mais attends, il y a 5 minutes, tu étais badass, tu tuais une biche avec un arc, tu tuais un loup, enfin, tu laissais le loup tuer la biche et tu tuais le loup avec un arc, tu ramenais la pitance chez toi, et là, tu deviens complètement passive avec ton pinceau à la main, dans un domaine de plusieurs hectares. Tu pourrais, en plus de partir à la chasse comme tu le fais, te demander dans quel coin du monde des immortels tu as atterri. Tu pourrais te demander ce que tu pouvais faire pour t'en tirer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes une bestiole qui t'a dit « Reste auprès de Tamlin, le grand héritier des terres de la cour du printemps. » Ça m'a gonflé. Et donc il me reste un petit peu plus d'un tiers, un petit peu plus d'un tiers à découvrir le fin fond de l'histoire, suivre un petit peu les saisons, voir un peu ce qui va se passer, en espérant qu'elle lâche ses foutus pinceaux et qu'elle profite un peu de l'univers qui lui est proposé, bien qu'on lui ait dit que sa famille était en sécurité. Et donc je clôture ce bloc lecture, cette semaine de lecture avec vous avant que ma batterie me lâche puisqu'elle clignote. Donc voilà, ce qu'il en est, et zut. J'ai donc lu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, Dette de sang, le tome 1, un paqueto 7 or d'Elle Turner, et je suis en train de lire Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Quant à un pacte avec le roi elfe, il n'a pas bougé de là où il était. Je n'ai donc pas réussi à lire une seule ligne du livre d'Eliskova. Et donc ce sera pour la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette aventure livresque et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.